Alors, pour comprendre ce que signifie résister en tant qu'esclave dans une société coloniale, il faut d'abord comprendre le contexte spécifique de cet esclavage et de cette résistance. D'abord, qui sont ces esclaves? D'où viennent-ils? D'après quel réseau de traite? Rappelons que l'archipel des Mascareignes n'a pas de peuplement endémique. Donc, à partir de 1663-1664, la colonisation de l'île Bourbon amène, à côté des quelques Européens, un certain nombre de dits malgaches, indiens. Ils sont en nombre plus important et ne sont pas désignés comme esclaves. On va voir tout de suite des tensions se nouer autour de la liberté, autour aussi du rapport aux femmes, avec des premiers marronnages qui sont notés, puisque les Malgaches connaissent déjà une situation d'esclavage dans leur île, et ils entendent marquer leur volonté de ne pas subir la servilité en s'enfuyant. On voit que dans ce rapport de force qui est immédiat, les colons comprennent l'intérêt de construire rapidement un arsenal juridique et répressif pour protéger leur domination. Au fur et à mesure de la mise en place d'une économie de plantation, donc au départ à La Réunion, la plantation de café, puis des cultures plus vivrières qui sont là notamment pour nourrir l'île voisine, hein, l'île de France. À partir du 19e siècle, la culture de la canne à sucre. L'origine des esclaves devient de plus en plus variée, avec l'arrivée d'Africains de l'Est, du Mozambique, mais aussi de Zanzibar, et plus marginalement d'Africains de l'Ouest. Pendant les 2 siècles qui suivent, la population servile va se créoliser, puisque les enfants des esclaves prennent le statut de la mère. Donc toutes ces appellations se retrouvent dans les archives. On va trouver Malabar, Yambane, Mozambique, créole, etc. Alors, qu'est-ce qu'être esclave dans les Mascareignes et plus spécifiquement à l'île de la Réunion? L'esclavage est un phénomène ancien qui est présent dans toutes les civilisations depuis l'Antiquité jusqu'au temps présent. Et il est très difficile de trouver des points communs, tant il existe des situations de diversité de l'état d'esclave. Avant de préciser la spécificité d'un esclavage dans les sociétés, on va dire, modernes, il est intéressant de rappeler quand même certains points communs qui ont été mis en avant par certains historiens et anthropologues. D'abord, il faut rappeler que l'esclave vit un destin de déraciné. Un destin de déraciné, ça veut dire qu'il perd sa société d'origine, il perd sa place sociale. Ce déracinement peut être géographique ou symbolique. L'autre point commun, c'est évidemment qu'il vit une situation d'exclusion, on va dire une exclusion totale, et notamment l'exclusion de la parenté, ne pas pouvoir transmettre, ne pas pouvoir s'occuper de ses enfants ou s'occuper de la vieillesse de ses parents. Il vit là, donc à travers cet état d'exclusion, un état permanent d'expulsion, nous disent les anthropologues, d'expulsion de l'humanité. Les sociétés esclavagistes modernes, c'est l'issue de la colonisation des terres découvertes, puis conquises par les Européens à partir du XVe siècle, vont construire un arsenal juridique pour imprimer cette exclusion dans la loi, et donc la Réunion ne fait pas exception. D'abord, l'ordonnance de La Haye, en 1674, qui établit une frontière raciale en interdisant les mariages mixtes. Le métissage est une réalité et face à ce métissage, les colons ont ressenti le besoin, la nécessité d'établir une frontière, un interdit entre les catégories. C'est le point de départ de la construction d'une domination coloniale à La Réunion. À partir de 1715, la population servile devient majoritaire et on ne peut plus se contenter des juridictions locales, notamment pour régler le problème du marronnage. Les lettres patentes de 1723 sont l'équivalent du Code noir de 1685 à La Réunion et viennent renforcer la coercition et la répression du système esclavagiste dans l'île. Il est fondamental de comprendre le statut juridique des esclaves,
car ils n'ont pas simplement à combattre la violence qu'ils subissent depuis le tout départ, hein, qu'ils subissent aussi au quotidien, ils doivent s'opposer à toutes les formes légales qui cherchent à les nier. Alors, les lettres patentes disent d'abord que l'esclave est un non-être juridique. L'article 39 les chosifie, font d'eux des meubles, hein, c'est-à-dire des marchandises que l'on peut vendre, concéder, déplacer. Ils ont besoin de l'accord du maître pour se marier, pour intervenir en matière civile. Ils sont considérés comme des mineurs juridiques, certes, mais à côté de ça, ils ont un régime d'exception, une législation d'exception, risquent des sanctions spécifiques, très sévères, afflictives, hein, jusqu'à la mort, pour des crimes et des délits qui leur sont propres. L'esclave est également considéré comme un non-être social. Les libertés les plus fondamentales lui sont interdites, se déplacer, posséder, pêcher, etc., à côté des libertés déjà évoquées, c'est-à-dire notamment de pouvoir s'occuper de leurs enfants. Enfin, l'esclave est un non-être politique, bon, destin qu'il peut partager avec d'autres exclus de la représentation à cette époque, hein, puisqu'évidemment on est au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, mais qui va plus loin dans son cas, puisqu'il est également exclu la plupart du temps de l'accès à l'instruction. La classe servile partage ainsi ce statut d'exclusion, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont le même vécu, la même violence. La plupart d'entre eux, esclaves de pioche, subissent le rythme effréné du travail agricole, la discipline du fouet. Les domestiques sont, eux, dans, on va dire, l'entourage du maître et de sa famille, peuvent craindre des abus de pouvoir, des abus sexuels. Les Noirs à talent, qui souvent vivent dans les villes, vont jouir d'une plus grande liberté de circulation, mais sont lourdement sanctionnés s'ils dérogent. Alors, malgré une société qui se veut très hiérarchique, hein, avec les différentes catégories, les liens ne sont pas rares. On pourrait même dire que c'est une société poreuse, avec les libres de couleur, affranchis, qui jouissent de la liberté, certes, mais qui n'ont pas les mêmes droits que les colons, avec les petits blancs de l'île, souvent déclassés socialement, qui peuvent vivre des situations de pauvreté et qui ont parfois les parcelles laissées à l'abandon dans les hauts de l'île. Enfin, avec la caste des dominants, qu'ils soient ou non propriétaires de la terre. Même si cette société est poreuse, les autorités veillent à ce que l'esclave reste à la place qu'on lui a assignée. Les législations n'ont cessé d'évoluer pour relayer l'inquiétude de la nécessité de maintenir ce rapport de force. C'est donc dans ce cadre juridique et social que s'inscrivent les résistances serviles. Alors, que signifie résister lorsqu'on est esclave? Comment l'esclave peut agir face à de telles contraintes et chercher à exploiter les failles? Résister, ça n'est pas simplement, simplement, vouloir accéder à la liberté ou obtenir sa liberté. Face à l'arsenal répressif du système colonial, l'esclave va chercher à tempérer la violence économique, sociale et physique qu'il subit par des actions multiples, très, très en lien, très attentif aux failles, au contexte, au contexte local et parfois même au contexte politique, international ou qui concerne, la France. Une résistance n'est pas forcément frontale, elle n'est pas forcément spectaculaire. Manger à sa faim, préserver on va dire son intégrité physique ou psychique, rêver, danser, se souvenir de son passé, pratiquer des rites, le rite des ancêtres, parler sa langue, sont autant d'actions subversives qui côtoient le marronnage, les voies de fait, les violences, les suicides ou, on va dire, les attaques ostensibles contre les tenants de l'autorité. Toutes ces actions ne sont pas forcément illégales. Et l'historien va travailler avec des sources multiples, mais évidemment se laisser influencer par les archives judiciaires qui mettent énormément en avant les actions illégales.
Alors, en s'inspirant des travaux de l'historienne Josette Fallop pour la Guadeloupe, il ressort trois grandes familles de résistances à la Réunion. Alors, tout d'abord, les résistances dites de préservation, qui cherchent à s'opposer à la désintégration culturelle, sociale et matérielle. Sauvegarder son identité, ses origines, grâce à la tradition orale, et permettre un continuum culturel pour échapper au déracinement. Mais c'est aussi refuser d'enfanter, voler ou organiser une économie parallèle pour lutter contre la malnutrition ou pour sortir de la dépendance au maître. Puis, les résistances dites rupture, c'est-à-dire toutes les formes de marronnage, nourries par le besoin ontologique de liberté, mais aussi par la nécessité parfois d'échapper à une violence sur la plantation, à une promesse de châtiment, nourrie par des peurs ou des contraintes multiples. Enfin, les résistances agressions, c'est-à-dire toutes les formes de violence. Petite insubordination ou refus du travail, voies de fait, meurtre, et évidemment, incendie volontaire jusqu'au complot. Alors, perte sèche d'investissement ou menaces diffuses, ces résistances donnent lieu à des réactions diverses de la part des autorités coloniales, certaines relevant du fantasme. Toutes, néanmoins, viennent saper l'esprit de domination pour redonner de la dignité à l'esclave.